Le leader, c'est celui qui s'adapte. Je suis déterminé. Je veux aller à Mans. Mais la voie naturelle pour aboutir à Mans est bloquée. S'il y a d'autres pistes pour aboutir à Mans, je les emprunte. Je cherche à les emprunter. Pourquoi? Parce que je suis déterminé pour arriver à Mans. Donc, ce n'est pas parce qu'une voie est bloquée, un obstacle se dresse devant moi que je vais m'attrister. Je dois chercher d'autres voies parce que quand une porte est fermée, 1000 autres sont ouvertes. Mais c'est ma détermination qui me permettra d'explorer d'autres voies. Et une des choses que vous pouvez faire, nous l'avons dit ici, c'est avoir des slogans. C'est avoir des mots positifs qui peuvent vous galvaniser dans les moments de tristesse. C'est de se faire soi-même une idée. Parce que comme l'auteur le dit, vous êtes vous-même vos propres limites. Parce que la volonté qui est en vous est celle-là même qui vous pousse, comme vents et marées, à aller droit vers vos objectifs. Rien. C'est pour ça, par exemple, quand moi j'ai une idée en tête et que je viens l'exposer à quelqu'un qui commence à me décourager, je dis bon, ok, excuse-moi, j'ai quelque chose que je puisse partir. Parce qu'il risque de vous contaminer, il risque de vous décourager, et comme moi je ne veux pas être découragé, il faut que je fuis et je m'en vais. Merci. C'est-à-dire, on peut partir du plus bas niveau pour atteindre le top niveau. Et on dit non, saisis ta chance. Ce livre a été écrit par Kevin Liles et Samantha Marshall. En réalité, rien n'est moins sûr, mais tout dépend de nous-mêmes. Ce n'est pas les autres qui nous font, mais c'est la volonté qui est en nous et la détermination que nous mettons dans l'action qui font qu'on arrive à être celui qu'on est. C'est pour cela que Kevin Liles va nous donner 3 règles et 10 règles. Je vous cite ces règles. Il s'agit pour lui, dans un premier temps, de découvrir notre passion, la vraie passion. Il ne s'agit pas de n'importe quelle passion, mais de découvrir la vraie passion, de trouver son image de marque, de s'instruire. Et donc, il nous demande comme quatrième règle de dresser son plan de carrière, d'occuper sa position, d'apprendre à se battre, ça c'est la 6e règle, à cultiver son réseau, à sortir de sa coquille. Pour lui, l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas tout, ça c'est la 8e règle. Transmettre des valeurs et enfin afficher la souplesse plutôt que la force. Qu'est-ce qu'il met dans découvrir sa vraie passion? Personne ne peut réussir s'il est passionné. Je n'aime pas anglais, mais par la force des choses, je me retrouve dans le département d'anglais, je vais faire un fiasco. Je ne suis pas passionné pour les maths. Si on me met dans un département de maths, info, je ferai fiasco. Le plus nul du monde, ou celui qui est considéré comme nul du monde, si il est passionné des maths et qu'on le met dans un département de maths, il va exceller et peut-être qu'il sera le meilleur, avec le premier de sa classe. Mais pour y parvenir, il faudrait, dès l'instant qu'on a découvert sa vraie passion, on finit par s'oublier. C'est-à-dire qu'on fonce, on s'oublie soi-même, pour ne fixer que l'objectif. On ne regarde pas les autres. On ne dira pas non, que si je fais ça, pour comment les autres vont me voir? Non, tu as découvert ta passion, tu dois pouvoir foncer. C'est pour cela qu'il dit qu'il doit avoir une détermination en béton. C'est-à-dire, rien ne pourra ébranler cette détermination-là. Parce que quand on est passionné
Prenons le cas d'un jeune homme qui est passionné pour une femme. Il est prêt à mourir pour cette femme. Il fonce, il s'oublie lui-même. Vous comprenez? Et quand on est passionné pour quelque chose, pour y arriver, nous sommes invités à toucher à tout. Par exemple, je suis passionné pour les lettres. Quand je vois n'importe quel document des lettres, je lis. Parce que je suis passionné et cela ne peut pas passer inaperçu. Regardez même vous-même, lorsque vous êtes passionné dans un domaine, prenons le cas du football. Même quand vous voyez la boîte d'allumettes, ça devient pour vous une balle. Parce que vous devez vous toucher à tout. Pour vous, tout est jouable. Et c'est ce qui permet de déterminer en un point douté le vrai passionné. Le vrai passionné, c'est celui, par rapport à quelque chose, c'est celui qui touche tout ce qui est lié à la chose de sa passion. Mais quand on a une passion, il faudrait garder sa confiance ou garder confiance. Pourrais-je, parce que je suis passionné du football, être le meilleur joueur si je n'ai pas confiance en moi-même? C'est pas possible. Il nous a fait une citation, nous a donné une citation de Nelson Mandela qui dit: c'est la culture et non la nature qui forment les personnalités. C'est la culture et non la nature qui forme les personnalités. Voyez-vous, on dira que tout le monde est prédisposé. Tout le monde a un dépôt en lui, un don en lui. Mais les dons sont différents des uns des autres en gravité ou en degré. Tel athlète a des prédispositions pour mieux courir par rapport à moi. Telle personne, par rapport à sa nature, par rapport à son cerveau, à l'épaisseur de son cerveau ou au volume de son cerveau, doit pouvoir être prédisposé par rapport à moi quand il s'agira de faire ce qu'on appelle un guillemets le boileau. C'est ça. Mais le fait que moi, je me mets au travail, je me cultive par rapport au domaine dans lequel je suis, j'apprends et je finirai par battre celui qui est prédisposé mais qui ne travaille pas. Je ne sais pas si on se comprend. Je n'ai pas de prédisposition pour mieux courir par rapport à celui qui aurait des jambes pour faire la vitesse par rapport à moi. Mais à force d'y travailler, je vais finir par devenir meilleur. Or, celui qui a la prédisposition, s'il ne se met pas à travailler, il finira par être quoi? Le dernier. C'est pour cela que Nelson Mandela a dit, c'est par la culture et non par rapport à la nature que nous formons les personnalités ou que les personnalités se forment. Tous ceux qui ont reçu dans la vie, c'est des gens qui ont décidé à un moment donné ou qui ont compris qu'il fallait se cultiver. Je veux être un bon orateur. Je dois d'abord vaincre ma peur. Mais en même temps, je dois lire tous les documents qui sont liés à la communication, à l'art de la communication. Si je veux être orateur que je ne me cultive pas, je ne peux pas y parvenir. Donc, à partir du moment où je veux apprendre, c'est-à-dire je veux être un bon orateur, quand je suis dans le public, et qu'on nous donne l'occasion de nous exprimer, automatiquement il faudrait que je me fasse remarquer par rapport à la prise de parole. Même quand je n'ai rien à dire, il doit toujours trouver quelque chose à dire. Il faudrait que je tape à l'œil. Mais voyez-vous, vous voulez être orateur et vous décidez de ne point prendre la parole en public. C'est une contradiction. Jamais vous ne pourrez. J'ai connu dans ma tendre enfance au village une sœur
qui est venue au village qui apprenait notre langue. Elle était italienne. Je vous assure, à force de répéter sans honte, en espace de 3 mois, elle maîtrisait mieux la langue que nous-mêmes. C'est-à-dire nous autres qui étions encore enfants. Tout part de la pratique. Quand on veut être quelque chose, il faudrait qu'on se mette à pratiquer la chose. Parfois, on peut trébucher, parfois ça peut ne pas coller, mais à force d'y essayer, on finira tant soit peu à être meilleur ou atteindre nos objectifs. Donc, d'où l'importance de la culture. Et là, l'auteur nous dit également que, puisque c'est la culture, c'est tout. Puisque la culture nous permet d'avancer, il faudrait chaque jour qu'on en a l'occasion. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on a un temps de lire, c'est-à-dire consacrer suffisamment de temps par rapport à cette culture-là. Parce que tant qu'on ne se cultive pas énormément, c'est-à-dire il ne s'agit pas de se limiter à 2 ou 3 livres, mais toujours se cultiver et avec autant de documents qu'il faut. Et donc, par rapport à mon travail, quand je reviens à un élément pratique, je suis dans une entreprise. C'est-à-dire, je quitte la théorie, je suis dans une entreprise. La culture doit pouvoir s'identifier par le fait que, par mon travail, on me reconnaît. C'est-à-dire, par rapport à ce que j'ai fait, quand tu arrives dans l'entreprise, on dit qui fait ça, on dit c'est comme moi. C'est-à-dire, qui peut faire ça, on dira c'est comme moi. Peut-être nous sommes 1000 à faire la même chose. Mais par rapport à la culture, parce que ça ne va pas se limiter à la pratique là-bas, mais quand je quitte, je dois toujours m'exercer, j'ai dit on va continuer la culture. Donc quand je viens, je fais mieux que les autres. De telle sorte que quand vous arrivez dans l'entreprise, on dit mais qui peut faire ça sans que les gens n'ouvrent la... Enfin je veux dire, même les yeux fermés, ils diront que c'est X qui peut le faire, qui peut mieux le faire. Vous comprenez? Donc nous allons ici aborder le point 3 qui est similaire au point 2 en quelques points. Il a dit et il a reconnu que l'information égale à pouvoir. Pour mieux faire la politique, si vous n'avez pas d'information dans le domaine politique, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir de faire la politique. C'est pas ça, c'est comprendre. Pour mieux parler l'anglais, si vous n'avez pas l'information nécessaire, vous ne pourrez même pas commencer à parler l'anglais. Pourquoi? Je veux parler l'anglais, je dois d'abord me documenter. Et pour me documenter, il faut que je puisse avoir des mentors ou des parrains. Je veux aller au Ghana. Je dois d'abord commencer par quoi? M'informer sur la distance d'abord, le coût du transport, quels sont les moyens pour y accéder et autres. Ça, ce sont des étapes. Mais il dit je vais au Ghana et puis je tombe dessus comme ça, il dit je vais au Ghana. Il se peut qu'à un moment donné, je puisse sur quelque chose. Je n'ai pas eu les informations nécessaires. Je n'ai pas dressé un plan SMART pour pouvoir atteindre mon objectif qui est d'aller au Ghana. C'est pour cela que rien dans la vie et dans votre vie, dans notre vie au quotidien, ne doit se faire au hasard. Tout doit être planifié. Qui a planifié son programme sur toute la semaine? Ici, on peut lever les mains. Qui a planifié son programme? Merci à vous. Si vous voulez être des leaders, à la fin, commencez par les Européens, eux planifient sur chaque année. Mais commencez d'abord à planifier sur 3 jours, sur une semaine. Après, vous allez pouvoir planifier votre programme sur 1 mois. Et quand vous allez faire ceci, vous parviendrez
à forcément atteindre les objectifs. Mais tant que vous n'avez rien planifié par rapport à vos objectifs, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. L'objectif, c'est un but vers lequel on va. Et donc, c'est la finalité. Mais si je ne sais pas quel chemin emprunter pour atteindre l'objectif, est-ce que je pourrais de façon naturelle atteindre l'objectif? Et même si d'aventure il m'arrivait d'atteindre l'objectif, ce serait l'effet du hasard. Or, comme le hasard n'existe pas, en matière de leadership, vous aurez seulement 1% de chance pour atteindre l'objectif. Parce que le leadership, c'est 99% de transpiration, de 1% de chance. Donc, ici, nous sommes en train de traiter d'étudiants à professeur, de vigile à boss ou directeur de société, de stagiaire à PDG. C'est-à-dire, on doit pouvoir, à travers l'usage, la pratique des 10 règles, parvenir à atteindre notre objectif. Je veux être un PDG, mais je ne veux pas être stagiaire. Parce que j'ai acquis tellement de diplômes, je suis professeur, et donc je me vois mal à être stagiaire de quelqu'un qui peut-être n'aurait pas mon niveau. Une telle pensée ne fera que nous bloquer. Parce qu'en réalité, on apprend toujours des autres. Et à ce niveau, il nous faut, pour y arriver, apprendre également à écouter, mais à inventer sa propre devise. Quelle devise ici personnelle? Personne n'a une devise. Oui. Quelle est votre devise? The dream work success. Okay. Oui. Ma devise, c'est tout ce qui s'obtient sans effort est mauvais. D'accord. Moi, ma devise, c'est confond avec la devise de l'organisation. Elle est la chose suivante. Avec conviction, nous réussissons là où les autres n'ont pas réussi. Avec conviction, nous réussissons là où les autres n'ont pas réussi. Normalement, la phrase devrait être avec conviction, nous réussissons là où les autres ont échoué. N'est-ce pas? Mais comme dans mon entendement, rien de négatif ne doit venir pour pouvoir empêcher mon action, il fallait donc comme positif, c'est pour cela qu'on agit là où les autres n'ont pas réussi. Mais quand vous avez une telle devise, vous travaillez sans cesse pour pouvoir correspondre à cette devise. Tant que vous n'aurez pas de devise dans votre vie, ça peut être aussi un frein. C'est-à-dire, ça enlève en vous quelque peu le facteur de motivation. Pourquoi donc, pendant les guerres, les gens chantent? C'est pour se donner de la motivation. Pourquoi donc en Israël, pendant les guerres, on doit lire des passages de la Torah? C'est pour donner des motivations et pour refléter en réalité le contenu de ces messages forts qui sont là quand nous devenons tristes pour nous régailladir. Quand je deviens faible ou triste, ou quand je me bloque par rapport à une difficulté, rien qu'en me rappelant de ma devise, je peux trouver les ressorts nécessaires pour pouvoir continuer ma bataille pour atteindre mon objectif. D'où la nécessité désormais pour nous d'avoir tous des devises. À partir de maintenant, qui veut avoir des devises? Cherchez les mots que vous voulez correspondre. Cherchez les mots que vous voulez correspondre. Et trouvez les devises. Je pense que samedi prochain, chacun va lire sa devise. Pour notre web TV, on a dû mettre notre vision du monde pour une paix durable. Notre vision du monde pour une paix durable.
Parce que c'est sur cette base, c'est sur ces fondements que nous allons nous hisser petit à petit vers des activités porteuses de paix. Les mots sont forts, les mots sont là, neutres, certes, mais sont là pour pouvoir nous réconforter. Les mots sont là comme des amis pour pouvoir nous porter vers notre destinée. Donc, sachons les utiliser. L'auteur nous dit en 5, occupe ta position. Je pense que j'ai développé cela un peu. Si tu es balayeur, sois le meilleur des balayeurs. Parce que pour lui, il n'y a pas de saut métier. Je vais vous expliquer d'entrée comment mon ami de Saint-Vigile est passé à directeur. Je vous raconte une historiette. Un jour, dans une entreprise, il avait été mis une affiche qui disait on cherchait un directeur de société. Certainement, le propriétaire de l'entreprise avait trouvé son pourquoi. Et il y a eu tellement de personnes qu'à un moment donné, celui qui devait sélectionner leur dit en fait, le travail consistait chaque matin à vider les poubelles. Mais dans la salle, certains se sont offusqués. D'autres ont dit, mais attends, moi, je suis doctorant. Pourquoi vais-je venir faire un travail qui consiste à vider des poubelles? C'est rabaissant. C'est pas honteux, je dirais c'est honnissant. Ça, c'est une histoire qui est derrière. Hein? Le mot honnissant. Ça, c'est un vieux baboué qu'il a utilisé. Mais c'est honteux pour eux. Vous comprenez? C'est-à-dire, occupe ta position, quel que soit ce qu'ils vont te donner à faire, il faut le faire avec professionnalisme. Parce que les autres qui te voient faire cela ont un autre regard sur toi et qui peuvent, par rapport ou à travers cela, te donner d'autres postes supérieurs. Celui qui est resté finalement et qui a accepté sa besogne a fini par être embauché comme directeur. Parce que le responsable de l'entreprise a compris que lui là, il est prêt à tout pour sauver l'entreprise. C'était une leçon qui était derrière. Mais il a dû vider des poubelles 1 mois, 2 mois durant. Il aurait pu faire comme les autres, partir. Parce que quelqu'un qui cherche un travail de PDG ne peut pas s'attendre vraisemblablement à vider des poubelles. Vous comprenez? Donc, quel que soit, quand vous êtes en entreprise, quel que soit le travail, le boulot que l'on va vous donner, faites-le en toute conscience, en tout professionnalisme, et sans arrière-pensée. Et puis, vous devrez correspondre au travail que vous faites. Correspondre au travail qu'on fait, c'est de respecter le travail qu'on t'a donné. C'est de respecter le travail qu'on t'a donné. Lorsque tu respectes le travail qu'on t'a donné, tu travailles avec professionnalisme. C'est pour cela que je vais vous donner cet dicton qui est... C'est un dicton... Ok, merci. C'est un dicton latin. On dit bonum escodam malum et malum escodam bonum. Le bien est un certain mal et le mal est un certain bien. Qui comprend ça? Oui. C'était mal et le mal était un certain bien. Ok. Je pense que cette phrase pour moi est pleine de sens. Pleine de sens dans la mesure où elle est notre quotidien de tous les jours. On ne sent pas parce qu'elle est notre quotidien de tous les jours. Par moment, on a pour habitude de dire que lorsque quelque chose de bien arrive à un ami, il est tous heureux.
Et quand ça, quelque chose de mal arrive, on se sent triste parce que c'est un ami à nous. Mais en même temps aussi, lorsque nous prenons l'exemple, je sais que parmi nous aussi, chacun d'entre nous a déjà perdu au moins de l'argent. De l'argent. Moi, c'est peut-être une fois en 2000, ça dépend. Lorsqu'on perd de l'argent, on est triste. Pourquoi est-ce que nous sommes tristes? Parce qu'on a perdu de l'argent, nous sommes tristes. Mais lorsque on ramasse de l'argent, nous sommes heureux. Pourquoi est-ce que nous sommes heureux? Parce que nous avons ramassé de l'argent. Donc vous voyez, cela peut être tout simplement que par moment, lorsque des choses arrivent, il faudrait tout simplement accepter cela positivement. Parce que rien n'est au hasard. Comme le diront encore les latins, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui arrive doit arriver. Et tout ce qui nous arrive n'est pas un hasard. L'échec pour nous, c'est une leçon. Et pour l'auteur, la malchance peut nous motiver. Et la malchance doit nous motiver. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai perdu un être cher. Peut-être c'est cet être qui s'occupait de moi. Sans cet être, en principe, je ne serais rien. Mais il doit pouvoir trouver les ressorts nécessaires pour pouvoir travailler par moi-même pour obtenir ce que je veux. J'ai un ami qui m'a raconté une histoire vraie. Son ami dormait dans le salon de son propre papa. Et le gars, il avait 18 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Il dormait toujours dans le salon de son papa. Mais à un moment donné, son papa l'a appelé avec sa femme. Nous a dit, bon, désormais, débrouille-toi. On ne sait pas où tu vas partir, mais débrouille-toi. Tu ne dormiras plus chez moi ici. Au départ, il a mal pris. Il est parti 1 an, 2 ans. Pour ce même fait, il a décidé de ne même pas parler à son papa. Mais il t'assure, aujourd'hui, le monsieur est directeur de société. Et c'est quelques années plus tard qu'il va comprendre que ce que son papa avait fait, c'était pour son propre honneur. La malchance, ici, a été pour lui un facteur de motivation. Sans cela, il ne se serait pas plié en 4 pour trouver par lui-même un travail qui allait aboutir à sa subsistance. Donc la malchance est un facteur de motivation. Et l'auteur nous dit, il faudrait qu'on aille à l'école des coups. Tu veux devenir grand joueur, mais tu as peur qu'on te tape. Tu veux devenir, professeur de lettres, mais tu as peur de lire. Or, lire, c'est sacrifier son temps. Sacrifier son temps ici, c'est aussi un coût. Parce que pendant que tu lis, tes amis sont dans les maquis, ils sont en train de boire, ils sont en train de vivre la belle vie. Et toi, tu te retiens, tu te sacrifies. Mais apprends ces cours, parce que ces cours peuvent t'apporter à aller loin. Ces cours vont te pousser à aller loin. Tu veux devenir leader dans ton domaine de paix. Et tu as peur qu'on te mette en prison. Parce que tu dis la vérité. Mais apprends à aimer ces cours. Va à l'école des cours. Parce que plus dans ce domaine on te met en prison, plus tu as de l'aura, plus tu as de l'audience. On a vu, pour m'amuser juste un peu, l'un des grands politiques en Côte d'Ivoire qui a fait plus de prison. Mais aujourd'hui, c'est une vedette. Nelson Mandela, il a appris l'école des coups, il allait à l'école des coups, il est devenu président de la République. Parce que de la prison, il s'est assagi. Il s'est assagi plutôt. C'était quelqu'un qui était fougueux, puisque lui-même, naturellement, il était boxeur. Il était un homme de droit également, un avocat. Donc Nelson Mandela, à un moment donné, a suscité l'envie parmi les membres de l'ANC à utiliser des armes contre les colons, contre les blancs. Mais de la prison, il a compris que le dialogue pouvait résoudre plus que faire du mal. Il s'est assagi
Et il a acquis par la prison, par les coups, les qualités d'un bon président. Et aujourd'hui, il est donné un exemple. Mais il allait à l'école des coups. Il ne faudrait pas avoir peur du noir. Voilà des gens incapables qu'ils sont d'aller au cimetière la nuit. Pourtant, si c'est la journée, il peut y passer, même s'asseoir sur les tombes. Qu'est-ce qui vous pousse donc à avoir peur? C'est vous-même. Vous êtes vous-même votre limite. Pourquoi la journée vous pouvez y aller, puis la nuit vous ne pouvez pas y aller? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui a changé? C'est juste l'espace-temps. C'est juste l'élément moment. Sinon, le cimetière que vous avez visité la journée demeure le même cimetière. Mais personne n'osera aller la nuit. C'est la même chose, que ce soit diurne ou nocturne, c'est le même cimetière que vous voyez. Et sur le temps du DEF, il était marqué « Connais-tu toi-même » C'est ça, non? Connais-tu toi-même? Tant que vous n'allez pas vous appréhender de façon personnelle, tant que vous ne connaîtrez pas vos limites et vos forces, vos faiblesses et vos forces, vos laideurs intérieures et votre beauté intérieure, vous ne pourrez jamais avancer. Si je dois aller à une compo dans 3 ans, bon, 3 mois, et que je sais que je suis lent à la lecture ou lent à assimiler, je ne dois pas attendre 3 jours pour commencer à apprendre. Je dois commencer depuis le début des cours. De telle sorte que quand j'aboutis aux 3 mois de compo, j'ai assimilé et je peux aller à la compo. Donc apprendre de ses faiblesses pour avancer par rapport à ses forces. C'est ce qu'on a à faire. Et là, dans toute association, parce que je sais que vous êtes aussi membre d'autres organisations, le leadership n'a rien à voir avec le titre. Les gens pensent que le leader, c'est celui qui a la tête d'une organisation. C'est faux. Le leadership, c'est faire ce que tu as à faire par rapport à ton poste. Dans une organisation, je suis secrétaire général, je travaille comme il le faut, je fais ce qu'un secrétaire général doit faire. C'est ça le leadership. Si je suis dans un cabinet dentaire en tant que balayeur, mon leadership, c'est que s'il doit balayer à partir de 6h30, je puisse déjà à 6h commencer à balayer pour finir à 6h30. C'est-à-dire que je dois faire correctement ce que j'ai à faire. C'est ça le leadership. Ne voyez pas le leadership comme un titre, comme un décideur ou comme un chef d'entreprise. Le leadership, c'est de faire ce qu'on a fait, quel que soit le poste qu'on occupe dans une organisation ou dans la société. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, c'est à vous de décider si vous voulez devenir des mineurs ou des suiveurs. C'est à vous de décider, personne d'autre. Je vous remercie. Souvent, tout le monde pense être un leader dans un domaine particulier où il peut exercer sa compétence. Mais sur le chemin, on a même l'impression que les décisions qu'on a prises ne pèsent pas sur la balance. Parce qu'il y a des obstacles très colossaux auxquels on ne peut même pas faire face. Alors là, on a envie de développer, on a envie d'apprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Merci. A vécu. Cultiver son réseau, c'est de pouvoir trouver dans ses relations ceux qui peuvent être utiles à un moment donné pour
vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parce que vous pouvez avoir 1000 adresses, mais parmi ces 1000 adresses, il ne peut seulement qu'avoir peut-être 10 qui peuvent vous être utiles par rapport à l'objectif donné. Mais pour lui, dans la vie de chaque jour, le relationnel se construit. Donc chaque jour, il faudra pouvoir construire le relationnel. Le relationnel, ce n'est pas de garder le contact de quelqu'un et de l'appeler quand on a besoin de lui, mais c'est de pouvoir toujours garder la relation existentielle, la relation humaine qui existe entre vous, entre la personne et vous.